La montagne pour le Liban, est-ce que c'est un handicap ou un atout tout compte fait? Bien, la montagne est certainement le foyer où se sont élaborées les valeurs essentielles sur lesquelles a été édifié le Liban actuel. Ces valeurs sont essentiellement de type traditionnel, puisque la modernité est arrivée d'autre part. Elle est arrivée à travers la ville, la vie urbaine. Mais aussi, cette modernité avait été partiellement introduite dans la montagne à travers les écoles à partir du moment où l'enseignement tendait à être généralisé et où cet enseignement prenait un cachet de plus en plus européen. Mais fondamentalement, la montagne, c'est le lieu des valeurs paysannes. Les montagnards sont des agriculteurs et ce sont aussi des éleveurs. Et les valeurs de famille, les valeurs concernant l'allégeance à une chefferie traditionnelle, les valeurs communautaires sont certainement issues de la montagne. Et ces valeurs continuent, pour ainsi dire, à nourrir tout un aspect très considérable, très important de la vie sociale et de la vie politique libanaise. Cet aspect a tendu à faire plus ou moins bon ménage avec les nouvelles valeurs intruses. Il y a eu tendance à se partager les secteurs de la vie sociale, puisque par exemple l'économie a abandonné petit à petit son aspect traditionnel, mais sur le plan politique, sur le plan de la cellule familiale, sur le plan de l'organisation clanique, il est certain que nous vivons encore essentiellement sur ces normes que nous a fournies la vie en montagne. Alors, la montagne, c'est aussi des communautés. Oui. Elles se sont réparties, je dirais, un peu cette montagne. Oui. De quelle façon? Bien, si vous regardez le Liban en longueur, vous pouvez avoir l'illusion que vous êtes en présence d'une seule montagne. En fait, pour cerner un peu l'organisation ou plutôt la division communautaire du pays, il faut le regarder en largeur et voir les ravins, les vallées qui séparent les montagnes. Du sud au nord, vous avez plusieurs régions dont chacune présente une dominante communautaire déterminée, mais il s'agit seulement, presque dans tous les cas, d'une dominante. C'est-à-dire que presque dans aucune région, vous ne trouvez une communauté vivant seule, occupant seule l'ensemble de la région. Il y a dans toutes les régions une certaine mixité, mais vous êtes toujours en présence d'une communauté principale occupant une région déterminée. Alors, est-ce que vous pouvez les positionner, ces communautés principales? Eh bien, du sud au nord, vous avez les chiites qui se trouvent dans le Jabal Amel, qui occupent le Jabal Amel, avec des chrétiens, une minorité sunnite. Vous avez plus au nord la zone de Jizin, qui constitue comme un intermède chrétien entre le Jabal Amel, dont cette région historiquement faisait partie, et le Chouf, auquel elle a aussi appartenu à une période ultérieure de son histoire. Vous avez après le Chouf, qui est la région mixte par excellence, c'est-à-dire une région où vous avez pratiquement en équilibre, ou du moins vous aviez cela jusqu'en 83,
une sorte d'équilibre druso-chrétien. Après, vous avez le Gharb et le Matn, où là aussi vous avez des druzes et des chrétiens, mais là l'élément chrétien commence à dominer. Vous avez le Kisroan qui est presque totalement maronite, mais avec également de tout petits îlots, soit grecs orthodoxes, grecs catholiques, soit même chiites. Il y a 2 villages chiites dans le Kisroan. Vous avez ensuite le pays de Jbeil, la montagne de Jbeil, qui compte une majorité maronite et une minorité chiite. Et il y a aussi là des Grecs orthodoxes. Et ensuite, vous avez le nord, c'est-à-dire la région de Ehden et de Bcharri, qui est à dominante maronite. Et en fin de compte, vous arrivez à l'extrême nord, c'est-à-dire à Sir Danni et au Jabal Akkar, où vous avez des sunnites et des chrétiens, principalement grecs orthodoxes. Éden pouvait être le berceau des maronites? Bien, selon la tradition maronite, le maronitisme n'est pas né à Ehden. Il est né dans le nord de la Syrie, mais c'est certainement cette zone-là de Ehden-Bcharri où le maronitisme a perduré, c'est-à-dire où il a vécu depuis le début de son arrivée au Liban et sans aucune interruption, même sans problèmes fondamentaux. Il y a eu des problèmes plus ou moins temporaires avec les jacobites, plus tard avec les chiites, mais les maronites étaient là tout le temps, n'est-ce pas? Et c'est cette région qui leur a donné un grand nombre de leurs plus célèbres dignitaires ecclésiastiques, de leurs savants, et à partir du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, un certain nombre de leurs plus célèbres hommes politiques. Est-ce que ça a été aussi pour cette région et pour les maronites un refuge? Eh bien, la question du refuge doit être entendue dans un sens relatif. Parce que, en fait, le refuge, c'est partout, n'est-ce pas? Tout groupe qui dispose d'un territoire tend, s'il se sent menacé, à le transformer en refuge. Alors, si vous êtes dans le désert, vous construisez un château fort. Si vous êtes en montagne, vous essayez de prendre avantage de l'ambiance naturelle. Et, n'est-ce pas, on a parfois exagéré l'idée que les maronites ou d'autres communautés aussi étaient, n'est-ce pas, des minorités qui voulaient s'isoler dans la montagne et se soustraire à l'autorité centrale. En fait, les périodes de désobéissance face à l'autorité centrale sont assez clairsemées dans l'histoire. Ces groupes-là n'étaient pas tout le temps en état de rébellion contre le pouvoir. Mais surtout, les minorités, avant l'époque moderne, voulaient surtout se protéger les unes des autres, les unes contre les autres. Et c'était d'ailleurs là le moyen auquel recourait le pouvoir central quand il y avait des symptômes de rébellion quelque part, ou bien il avait recours aux divisions intestines de la communauté et essayait donc d'encourager une partie de la chefferie traditionnelle à attaquer l'autre, à la mater pour la remplacer et accaparer les privilèges dont elle jouissait, ou bien il demandait à la communauté voisine
de rétablir le calme, n'est-ce pas, de rétablir la loi, l'autorité de la loi chez les voisins d'en face. C'était cela, n'est-ce pas, le moyen classique de l'autorité centrale. Et très rarement, les pachas à l'époque ottomane, par exemple, envoyaient des troupes régulières pour mater une rébellion dans la montagne. Alors vous parlez d'une construction en fait sociale du Liban à partir des clans. Oui. Qu'est-ce que c'est que le clan? Bien, le clan constitue un étagement qui pour moi est l'étagement fondamental de la structure sociale libanaise. On a tendance à trop concentrer l'attention sur la communauté en tant que groupe cohésif, unitaire. En fait, les communautés sont divisées en clans et ces clans sont souvent opposés les uns aux autres. Il y a la structure biclanique dans un certain nombre de villages et dans d'autres cas, il y a une structure pluriclanique, 5-6 clans qui tendent tous à avoir leur représentation politique à l'échelon local, bien entendu, à préserver ce qu'ils perçoivent comme étant leurs droits contre les autres clans. Et il y a... On va le refaire aussi. Ça va? Hein? Il est un peu plus serré dans les réponses. Ouais. Ton son, je l'ai. Quand tu parles plus à lui. Souvent on parle des communautés pour parler des différentes possibilités. Je recommence ma question. Souvent on parle des communautés pour parler des différentes fractions de la population Oui. Du Liban. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les clans qui jouent un rôle important dans cette structure? Les clans jouent un rôle extrêmement important et il faut vraiment attirer l'attention sur ce fait pour banaliser un peu quand même, puisque c'est une chose qui est bénéfique, le problème intercommunautaire. Ce n'est pas le seul problème de la société libanaise, ce n'est peut-être pas le problème qui a fait couler le plus de sang au Liban. Les divisions intracommunautaires sont extrêmement aiguës parfois et peuvent aller jusqu'à la confrontation violente, et c'est arrivé, n'est-ce pas? Et si l'on considère les clans qui ont été impliqués dans la guerre intercommunautaire à l'intérieur de chaque communauté, on voit que ou bien plusieurs clans ont été matés, tenus en main dans des circonstances historiques précises et pour des raisons précises par un clan principal, ou bien alors des chefferies se sont opposées et ont continué à s'opposer malgré la division et la confrontation intercommunautaire. Et quand il y avait un répit sur le plan
du combat intercommunautaire, la violence éclatait au sein même de la communauté et cela a fait couler effectivement beaucoup de sang. Ça fait couler plus de sang que d'encre, alors que la situation est inverse pour ce qui est des communautés. Donc les clans sont, je dirais, l'étage numéro 1 de la structure libanaise? Oui. Dans les villages, il y a souvent deux clans principaux qui s'opposent et chacun de ces clans arrive à satelliser un certain nombre de petits clans ou de clans moins influents parce que ce n'est pas toujours le nombre qui joue. Et dans d'autres villages, eh bien, la structure est plutôt pluriclanique. Vous trouvez 4-5 clans dont chacun revendique une certaine représentativité politique, plus généralement sociale. Il y a une véritable solidarité qui a joué dans la guerre pour protéger les petites cellules familiales et les individus. On peut dire, n'est-ce pas, que les problèmes que la guerre a posés, le problème du déplacement des familles par exemple, le poids de ce problème a été très souvent supporté par le clan, par la famille élargie. C'est-à-dire que ce sont les parents qui sont venus en aide et ce système d'entraide, ce système de solidarité a aidé d'une façon extrêmement efficace le peuple libanais à tenir le coup, à faire face aux difficultés extrêmes qu'il a dû traverser au cours de ces dernières années. Alors le clan donc porteur d'une possibilité de pérennité, mais aussi peut-être un blocage pour une libanisation entre guillemets de l'État? Il est certain, n'est-ce pas, que le clan, peut-être plus encore que la communauté, constitue un obstacle pour ce que j'appellerais la naissance, la pleine naissance de l'individu citoyen au Liban. La Constitution envisage les Libanais comme étant des citoyens, comme étant des individus. Du moins, c'est la tendance centrale, la tendance fondamentale de la Constitution libanaise, qui est une constitution plus ou moins moderne. Mais l'individu, à chaque fois qu'il veut jouer un rôle public, se trouve pris au filet de ce réseau de solidarité qui l'entoure et il lui est très difficile d'y échapper. Et donc, il doit, n'est-ce pas, souvent faire du familialisme, ce qui introduit, n'est-ce pas, déjà la possibilité de corruption au sein des appareils de l'État, enfin, à l'endroit où cet individu se trouve en tant que serviteur de la communauté, ce qui introduit le népotisme, etc. Enfin, toutes les maladies, tous les maux dont souffre, par exemple, l'administration libanaise et aussi la politique libanaise, le corps politique libanais. Pour revenir un peu à la montagne, il y a une tradition, semble-t-il, entre deux villes, Eden et Zghorta, de s'échanger les populations. Oui. Bien, il est certain que c'est Eden qui est, pour ainsi dire, le père de Zghorta.
quoique aujourd'hui les apparences puissent donner l'idée contraire, puisque Zghorta est maintenant, si vous voulez, plus à la page et que les gens y passent plus de mois, un nombre plus grand de mois pendant l'année. Mais à l'origine, il paraît que Zghorta n'ait été que la résidence d'hiver des habitants de Ehden. Et j'ai rencontré une mention de Zghorta qui remonte au XVIIe siècle. Je ne sais pas si Zghorta existait avant le XVIe, mais il est certain que Ehden est un village extrêmement ancien. Et cet échange de la population, enfin la spécificité pour Ehden et Zghorta est que les habitants d'Ehden ont construit Zghorta. Mais il y a des cas moins accentués, n'est-ce pas, où les gens de la côte prennent l'habitude d'estiver dans un village déterminé de la montagne. Et alors s'établit une certaine correspondance entre un village de la côte ou une ville de la côte et un village de la montagne. Il y a aussi la pratique de la transhumance qui se fait surtout de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire dans la direction de la Bekaa. Et les gens, les éleveurs, les pasteurs envoient pendant l'hiver leurs troupeaux dans la plaine, dans des villages où l'on trouve un pâturage plus abondant parce qu'il n'y a pas la neige et où le climat est plus clément. Eh bien, tout cela, n'est-ce pas, a contribué à jumeler, pour ainsi dire, des villages de la montagne avec des villages de la plaine ou de la côte, mais il reste vrai que Ehden et Zghorta, c'est vraiment un cas à part. Est-ce qu'on peut parler de cohabitation entre les communautés? Cohabitation dans le quotidien? Eh bien, certainement, mais à mon sens, la cohabitation, quoique issue de la montagne, se retrouve sous des traits plus complexes dans la ville. En montagne, le plus souvent, vous avez dans un village mixte un quartier chiite, par exemple, et un quartier maronite, un quartier orthodoxe et un quartier maronite, parce que, vous savez, le problème de la cohabitation ne se pose pas seulement entre chrétiens et musulmans, mais aussi entre chrétiens et chrétiens, entre musulmans et musulmans. Et les gens échangent des révérences, c'est-à-dire qu'ils échangent des visites à l'occasion des fêtes, par exemple, quand il y a un événement, un enterrement, un mariage, etc. Mais, n'est-ce pas, il y a un certain formalisme là-dedans et chaque groupe communautaire paraît plus ou moins jaloux de son identité. Quoique, au fil des siècles, une certaine interpénétration culturelle a fini par s'installer, de sorte, et ce sont là des choses dont on parle beaucoup, que chez les Druzes, n'est-ce pas, vous trouvez des gens qui vénèrent certains saints chrétiens, que chez des maronites, vous trouvez, n'est-ce pas, un respect qui a été inculqué au cours du temps pour des imams chiites dont on connaît l'histoire, n'est-ce pas, parce que à cause de la cohabitation, justement, on est au courant. Donc il y a une certaine interpénétration qui va même jusqu'aux valeurs religieuses elles-mêmes. N'empêche que pour l'essentiel,
la cohabitation devient plus quotidienne, devient plus obligée, pour ainsi dire, quoique plus anonyme en milieu urbain. Parce que là, à cause des affaires, à cause du commerce, à cause de la mixité de l'habitation, eh bien, on est tout le temps en face les uns des autres, sans distinction de communauté. Et quoique dans une ville comme Beyrouth, il y ait des quartiers à dominante musulmane et d'autres à dominante chrétienne, eh bien, on a toujours des chances, et à mon sens plus qu'en montagne, d'être en contact avec des gens appartenant à l'autre communauté. Parce que, remarquez, le cas des villages mixtes est quand même assez rare. Du moins, les villages mixtes ne sont pas très nombreux. Le cas le plus fréquent, c'est le cas de la zone mixte, qui compte plusieurs villages, dont certains sont par exemple druzes et les autres maronites, etc. Quelles caractéristiques pourrait-on voir quand on aperçoit pour la première fois le chouf? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? Le chouf est l'une des plus belles contrées du Liban. C'est une région très verte. Elle n'a pas peut-être l'aspect farouche du Liban Nord. Elle n'a pas non plus l'aspect modeste et nu, ou quasiment nu, du Jabal Amel dans le sud. C'est une région aussi où se rencontre le phénomène de l'équilibre, ou du moins se rencontrer le phénomène de l'équilibre intercommunautaire. Parce qu'au Chouf, les chrétiens et les druzes étaient, au cours de ce siècle du moins, un nombre quasiment égal. Et le Chouf constituait une seule circonscription électorale. Et il y avait des candidats chrétiens et d'autres druzes et aussi des candidats sunnites, puisque à l'extrémité sud du Chouf, il y a des sunnites. Et, donc le Chouf représentait vraiment un cas de cohabitation assez particulier. On peut le comparer dans ce sens à Beyrouth, parce qu'à Beyrouth aussi, il existe un certain équilibre islamo-chrétien. Cet équilibre peut être bénéfique pendant longtemps, et c'est lui, en fait, qui contribue à forger réellement l'esprit du pays, qui fait évoluer la sensibilité de chaque communauté dans le sens d'une reconnaissance pleine de l'autre communauté, mais aussi cet équilibre peut être dans certaines conditions explosif, et il l'a été surtout à Beyrouth et dans le Chouf, dans le Gharb aussi attenant au Chouf vers le nord, où la guerre a fait rage. Et ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas, si la guerre a fait rage surtout à Beyrouth et dans le Chouf. Et je ne parle pas du sud où le problème communautaire ou intercommunautaire ne se pose pas de... Une question. حصبية جوات الإسرائيليين. Je vais lancer un peu là-dessus. Vous pensez que je vais avoir notre ami Junblat en train de recevoir ses dignitaires de la même façon? Donc c'est ça un peu que je vais essayer de tirer. On a l'impression au Chouf que rien n'a changé, que les Druzes font à
peu près les mêmes choses, effectivement avec des temps beaucoup plus modernes, mais que la tradition est là et ne bouge pas. Ben, pour ce qui est de la tradition, il est certain que peu de choses ont changé. Il y a d'autres aspects où le changement a été beaucoup plus notable. La persistance des traditions druzes doit être expliquée, à mon sens, par plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que le druzisme est une religion de type initiatique. C'est une religion qui reste secrète pour une partie, en général la partie jeune de ses adeptes, et la communauté druze est organisée autour d'une minorité de uqqal, littéralement les sages, qui possèdent les secrets de la religion et qui assument la responsabilité de la direction spirituelle de la communauté. Dans l'ensemble, ces uqqal, qui constituent une minorité mais qui sont quand même assez nombreux, ont assumé également des responsabilités militaires et politiques. Et là, on peut introduire le second facteur, à savoir que la communauté druze est l'une des communautés du Liban qui ont les traditions militaires et politiques autochtones les plus anciennes et les mieux ancrées, parce que ces familles traditionnelles sont des familles très anciennes. Enfin, lorsque les Arslan, par exemple, veulent dater leur arrivée au Liban, ils la datent de la première époque abbasside, c'est-à-dire de la fin du 8e siècle. Et pour ce qui est des Jumblat, c'est le 16e, 17e siècle qui voit éclore, n'est-ce pas, leur emprise sur une grande partie de la montagne, à l'ombre des émirs dont l'appartenance religieuse est controversée, parce que les Ma'nides, n'est-ce pas, l'opinion la plus commune est qu'ils étaient eux aussi des druzes, mais il y a, n'est-ce pas, une opinion selon laquelle ils étaient des sunnites. Les Tanours, avant eux, étaient certainement des druzes. Et plus tard, la montagne a été gouvernée par les Shehab, qui sont des sunnites devenus chrétiens maronites, en partie du moins. Les émirs Abou Lama, qui ont joué un rôle assez important dans l'histoire de la montagne, étaient aussi des druzes et se sont convertis au maronitisme. Il y a donc ces deux aspects, le fait que, appartenant à une religion initiatique, on doit obéir à un noyau central de uqqal de la communauté, sans même être au courant des détails de sa propre religion. Ce dont on est au courant, ce sont les valeurs, surtout morales, surtout relatives aux traditions de discipline et aux traditions familiales. Et les gens, n'est-ce pas, comme dans toute minorité, s'accrochent à cette sorte de solidarité très effective, parce que bâtie justement sur des symboles que l'on veut posséder, que l'on aspire à
comprendre, mais qui restent en dehors de votre portée pour un temps au moins. C'est ainsi que cette communauté est organisée. Et il y a un fait qui constitue aussi une particularité du druzisme, ce que les Druzes qui se trouvent dans la montagne libanaise, au Chouf et dans le Wadi Taim, constituent la majorité des Druzes du monde entier. Il y a des Druzes en Syrie, il y en a en Palestine, il y en a bien sûr qui ont émigré, qui se sont installés à des milliers de kilomètres de là, en Amérique par exemple, mais l'existence morale du druzisme, son terroir religieux se trouve dans cette zone délimitée qui a été d'abord le Wadi Taim et qui, à partir de la fin des croisades, est devenu aussi le Chouf. C'est pour ainsi dire la capitale et le noyau le plus dur du druzisme mondial, ce qui fait que les Druzes s'accrochent à leur terre et que non seulement ils s'accrochent, mais ils tiennent à y avoir la suprématie parce que cette suprématie, ils ne peuvent l'avoir nulle part ailleurs. Aujourd'hui, on se rend au Chouf et on constate une structure très organisée, à tous les points de vue. Oui. Est-ce que c'est une constante dans la société druze, une organisation très rigoureuse de tous les problèmes au quotidien? Il y a un sens de la discipline qui est perceptible non seulement chez les Druzes, mais chez certaines autres communautés aussi, quoiqu'il ne le soit pas chez toutes les communautés. Et ce sens de la discipline est dû à l'influence persistante des chefferies traditionnelles, au fait qu'il y a une chefferie principale, enfin dont l'influence, dont le rayonnement a réussi quand même à dominer les autres, ce qui n'est pas le cas dans les autres communautés. Là, souvent, le plus souvent, enfin, vous trouvez des équilibres à l'intérieur de la communauté, des oppositions, des possibilités d'opposition. Eh bien, déjà avant la guerre civile, il y avait une direction druze principale qui s'imposait par son poids, mais il y avait aussi une division plus ou moins ancestrale entre Yazbaki et Jumblatt, et les Arslan se trouvaient depuis quelque temps à la tête du parti Yazbaki, quoiqu'ils ne soient pas Yazbaki eux-mêmes au point de vue strictement tribal, ils sont simplement Arslani. Et n'est-ce pas, cette division même qui existait avant la guerre n'était pas, ne se présentait pas à égalité, c'est-à-dire qu'il y avait nettement supériorité du côté des Jumblatt, et cette supériorité déjà on l'aperçoit au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, puisque au milieu du 19e siècle, quand il y a eu les deux Kaymakama sur 16 districts qui constituaient le Kaymakama du Sud, qui était quand même assez vaste, il y avait 6 contrôlés au point de vue féodal par les Jumblati, hein, ce qui est énorme, alors que les autres étaient répartis entre diverses autres familles
les Ahmed, les Arslan, etc. Est-ce qu'on peut considérer la population druze et la structure druze comme une féodalité? Eh bien, c'est un mot que l'on utilise couramment quand on parle français et qui traduit le mot arabe iqta'i, mais il ne faut pas entendre, n'est-ce pas, le mot féodal dans le sens occidental du terme, parce que justement la population n'est pas rivée à la terre, parce qu'il n'y a pas de serre naturellement. Et il y a des différences historiques et organisationnelles très importantes, mais c'est simplement faute de mieux, n'est-ce pas, que l'on utilise le mot féodal pour traduire le mot iqta'i. L'iqta' est une tradition ancestrale dans cet Orient qui est parallèle, quoique non identique, à la féodalité occidentale. Et bien sûr, n'est-ce pas, on peut affirmer tranquillement qu'il y a des persistances de l'iqta' dans l'organisation politique de nos communautés actuelles et que cette persistance est peut-être plus accentuée dans le cas druze. En tout cas, la féodalité constitue un modèle d'organisation politique qui continue à durer, qui dure encore, quoique sa base strictement économique relative à la gérance de la terre, à la propriété, soit plus ou moins aménuisée. دولار ونص 4 دولار على بعض. 3500 ريال. هذا شو اللي عليه واحد معلبكي او جنوبي لا تصلح دخلك ولا شنو؟ هو اشتغل والكل وقع ومقبول ليك بعد مجموعة من المرأة وحامل الشعب والوسائل الأمرية أطول من الرجال أطول بكثير يعني بزة هو حاطه على قاعدة أوسط هي أطول منه بس على قاعدة اسكافيه عقلي وقف عليها كمان طلع كثير ناس شوف مشان هذا حكي
تمثال ومعه ومعه نحات عم يطلع تمثال هذا مش مي هذا مش مي هذاك بسيط على فكره تعود عليه تعود عليه في عمود جيت 3 اسابيع ما كان فيها القد يعني الكراسي هاي شفتين شفتها واحدة يمين وواحدة ضل واحدة قاعد يمين الصورة هاي جميل والله غريب الصورة ايه والله غريب الصورة وطلع ما تعرف باين معك لحظة كم صور؟ هذا أربعة